Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir ce matin de bonne heure pour un sujet passionnant, on va le voir. On va partager ensemble à l'invitation des organisateurs de l'Observatoire des trajectoires professionnelles, la Fondation ADECO Group, LHH, le groupe IGS avec le LISP. Nous allons ensemble voir le monde du travail impacté par la crise sanitaire, les transformations des situations professionnelles qu'il révèle, dont on verra qu'elles varient selon les entreprises, les cultures, les natures de métiers. Et pour ensemble partager sur cette question, j'ai le plaisir d'accueillir Elsa Portal, déléguée générale de la Fondation ADECO Group, Ludovic Tafanel, le directeur des programmes de l'école IGS RH, Aurélie Fell qui nous rejoint dans quelques secondes, qui est la présidente de LHH France, et Olivier Héroux, le DRH, membre du comité exécutif en charge des ressources humaines, de la santé et de la sécurité, on le verra tout à l'heure, du jeune groupe Equance. Mais pour commencer, tout ceci va s'appuyer sur un travail. Bonjour Aurélie, on vous retrouve. Super. Oui, donc on va s'appuyer sur le travail de l'Observatoire des trajectoires professionnelles. Donc on va peut-être dire deux mots, Elsa, pour expliquer, chère Elsa Portal, ce qu'est l'origine, d'où vient cet observatoire et cette initiative ambitieuse d'inscrire dans le temps cet outil de suivi des trajectoires professionnelles. Merci beaucoup Fabien et bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux aujourd'hui de partager avec vous les enseignements de cette toute dernière édition de notre observatoire. Cet observatoire, nous avons lancé en 2015, à un moment qui nous semblait charnière, selon nous, charnière pour deux raisons. Tout d'abord parce que le principe de parcours professionnel linéaire semblait avoir vécu. Ensuite, parce que la question de la transformation profonde des compétences et de certains métiers sous l'impact de la transition numérique devenait de plus en plus au cœur des débats et des préoccupations. Et donc, selon nous, il nous semblait que la transition professionnelle était devenue une étape à part entière et une étape fréquente dans un parcours. Et donc, notre objectif, c'était de mieux comprendre cette tendance. Mieux la comprendre parce qu'il nous semblait que le marché du travail restait assez rigide. Et donc, nous voulions comprendre comment les actifs vivaient ces transitions professionnelles. Est-ce que pour eux, ces transitions étaient subies? Est-ce que ces transitions étaient anticipées et construites dans le temps? Et enfin, est-ce qu'elles étaient accompagnées? En lançant le premier observatoire des trajectoires professionnelles, nous avions une double ambition. L'ambition, tout d'abord, d'évaluer précisément cette tendance en s'interrogeant sur la proportion d'actifs à avoir connu une transition professionnelle sur une période donnée. Ainsi, lors de tout premier observatoire, nous avions indiqué que les transitions professionnelles concernaient un actif sur 4. En 2022, il s'agit d'un actif sur 3. Ça, c'était la première ambition. La deuxième ambition, c'était ensuite, pour bien comprendre le phénomène, de pouvoir identifier des trajectoires types, car nous nous sommes vite rendus compte qu'en fait, il n'existait pas une transition, mais bien des trajectoires professionnelles. Le monde du travail étant en constante évolution, nous avons ensuite souhaité chaque année enrichir les thématiques de l'observatoire en intégrant dans nos questionnaires des questions liées à l'actualité du monde du travail. Ainsi, nous nous sommes vite interrogés sur la façon dont étaient perçus et maîtrisés les dispositifs de formation professionnelle. Par exemple, nous sommes penchés sur l'utilisation du CPF. Et donc, cette dernière édition, elle s'intéresse aux impacts de la crise sanitaire sur ces trajectoires. Une analyse qui, nous l'espérons, vous apportera un éclairage intéressant. Merci beaucoup. Alors, merci. Sachant que cette édition est importante, on est dans la première édition post-Covid, donc tous les changements dont on parle, qu'on pressent, on va avoir des éléments, et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec Ludovic, pour
essayer de mesurer et d'évaluer leurs conséquences concrètes dans les entreprises, Elsa. Oui, tout à fait. Alors, un mot. Oui, allez-y, pardon, Elsa. Non, tout à fait. Vous avez bien résumé, Fabien, l'objet de cette toute dernière édition. Et elle est importante à ce titre parce qu'on a entendu beaucoup de choses dans la séquence qui a suivi la crise sanitaire. C'était d'ailleurs une séquence intéressante pour nous, Fondation du groupe ADECO, qui nous penchons sur les mutations du marché du travail. Le travail revenait au cœur des discussions. Ça, c'était un point très important pour nous. Et donc, l'intérêt de cette nouvelle édition, c'était vraiment de prendre du recul, de pouvoir regarder les choses davantage à froid et de pouvoir vraiment comprendre à quel point la crise sanitaire avait impacté ces mutations. Alors justement, on va regarder avec Ludovic Tafanel les grands enseignements. Alors on va faire ça à grands traits, puisqu'ensuite on va discuter et on va projeter ça avec à la fois le regard du DRH du groupe Equance et puis avec Aurélie Feld qui mettra en perspective de ce qu'on regarde sur le marché concrètement dans les entreprises. Mais peut-être que c'est intéressant de voir à grands traits ce que sont les grands éléments et ça répondra à la question de Marie-Jeanne. Est-ce qu'on a un support ? On a un support qu'on va vous donner, vous allez voir, avec donc, l'observatoire dont nous venons de parler, nos intervenants que nous vous avons présentés, et puis surtout les 4 grands enseignements de cette étude, en sachant que l'étude est disponible sur le site de l'observatoire, sachant que vous aurez également accès à ce webinaire en replay, et on vous mettra avec le lien vers l'étude de l'observatoire. Alors Ludovic, les grandes tendances. Alors, merci beaucoup. Alors oui, comme le disait Elsa, l'objectif pour nous, ça a été d'éviter de commenter trop à chaud pendant le Covid les transformations du travail et de prendre du recul une fois la crise sanitaire passée. Premier grand enseignement qu'on a pu tirer de cette étude cette année, c'est le niveau d'impact finalement de la crise sanitaire sur le monde du travail. On a entendu beaucoup de choses, grandes démissions silencieuses. On a souvent cru qu'il y avait des mouvements assez uniformes et homogènes finalement d'impact de la crise sanitaire sur le monde du travail. C'est un peu plus complexe que ça. Alors, on a aujourd'hui quand même 65% des actifs qui déclarent que la crise sanitaire a encore des effets aujourd'hui sur leur situation de travail. On a investigué plusieurs dimensions de ces situations de travail, aussi bien le sens qu'ils donnaient au travail, la motivation à travailler, les relations avec les collègues, avec la hiérarchie, la charge de travail. Donc, on a effectivement essayé d'ouvrir un maximum de perspectives. Seulement, donc, ces 65% de Français qui estiment être impactés aujourd'hui ne sont pas du tout homogènes dans leur réponse. En réalité, certains ont vu leur situation de travail s'améliorer, d'autres ont vu certaines dimensions s'améliorer, notamment peut-être la relation avec les collègues, etc., tandis que d'autres déplorent finalement une dégradation de leur situation de travail. Donc, on a des éléments qui sont en fait finalement beaucoup plus contrastés que les effets loupe qu'on a voulu un petit peu parfois tirer côté mass média avec effectivement une réaction qui aurait été très, très homogène. Qu'est-ce que ça a comme impact concrètement sur le monde du travail ? Ça a comme impact un petit peu tout de même d'atomiser le monde du travail. C'est quand même une de nos conclusions, c'est-à-dire qu'on se rend compte que finalement, chacun, en fonction de sa vie personnelle, en fonction de son parcours, en fonction de ses caractéristiques professionnelles, a réagi un petit peu de façon différente finalement à cette crise sanitaire. Et on a aujourd'hui des collectifs de travail qui sont quand même un peu fragilisés parce que finalement, on n'a plus exactement des situations de travail partagées, communes, au sein parfois des entreprises, au sein parfois des mêmes populations. Si on prend un exemple dont on a beaucoup parlé, le télétravail, on se rend compte à froid finalement que 60% des Français ne le pratiquent jamais. Et que c'est surtout une modalité de travail qui est réservée aux cadres urbains, donc comprendre surtout finalement les fonctions support de l'entreprise. Donc ça pose question, je pense qu'on en discutera plus tard dans l'échange, mais ça pose question aussi sur un destin commun dans une entreprise, c'est-à-dire que ça remet aussi en lumière finalement des vécus au travail différents alors que nous sommes supposés faire partie de la même entreprise. Donc l'hybridation du travail est un fait, mais elle est loin d'être universelle, homogène. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est vraiment les grands centres urbains, l'Île-de-France en premier, clairement, et puis la population cadre de façon très, très importante. Dès que vous êtes non-cadre, vous avez moins de 20% des personnes qui ont la possibilité finalement d'exercer du télétravail de temps en temps dans leur quotidien. Alors le deuxième point est presque étonnant. Quid des difficultés de ces mutations du travail ?
en matière de projection. En quoi est-ce que ça empêche les individus de se projeter à 3 à 5 ans? C'est étonnant. Ce qui est compliqué, c'est que je crois que beaucoup sont revenus au travail après le Covid. On revient comme avant, mais plus rien n'est comme avant. C'est-à-dire que le collègue avec qui j'avais des points communs, parce qu'on partageait cette passion de notre travail, finalement, lui, il a beaucoup aimé le télétravail et puis il va beaucoup l'utiliser. Moi, j'aime moins être en télétravail, donc je vais forcément avoir plus de difficultés avec cette modalité-là. Ou bien, je me suis questionné, moi, pendant la crise du Covid, sur le sens de mon travail. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était peut-être plus forcément l'activité professionnelle que je voulais exercer. Donc finalement, on revient parfois un peu dans des situations qui, de loin, ont l'air d'être les mêmes, mais il y a beaucoup de sous-jacents qui ont évolué. Et tout ça, effectivement, impacte les projections dans la mesure où on a l'impression que ces actifs prennent des décisions un petit peu à chaud, sans avoir toujours une vision très globale, finalement, de l'évolution du travail. Ils sont quand même plus de 60% à estimer qu'ils n'ont pas de projection à 3 ou 5 ans. C'est-à-dire que quand on leur demande est-ce qu'ils se projettent professionnellement à 3 ou 5 ans, il y a plus d'un actif sur 2 qui n'a pas cette projection-là aujourd'hui. Ce qui paraît paradoxal, alors qu'on voit dans l'observatoire que les transitions continuent, et continuent en volume. Alors oui, enseignement qui perdure, on l'avait, Elsa l'a bien souligné, c'était un de nos premiers enseignements avec cet observatoire, c'est qu'on avait un actif sur 4 à l'époque qui avait vécu une transition dans l'année. Aujourd'hui, d'année en année, ça n'a fait qu'évoluer. Aujourd'hui, on a 1 sur 3 et l'après-Covid n'a pas démenti cette tendance de fond. Mais on se rend compte qu'on a des individus qui ont du mal à faire des transitions professionnelles pérennes avec une vision au long cours et qu'on a plutôt des mouvements finalement tactiques de carrière qui se projettent, avec parfois, il faut le dire, on a notamment une catégorie de personnes qui vivent plusieurs transitions dans l'année, c'est-à-dire qu'ils ont été au chômage, ils ont repris une formation, ils passent par un CDD, et quand vous les interrogez, cette population-là, ce qu'on appelle nous les polymorphes, vous les retrouvez dans l'étude, et ils sont déjà 30% à vouloir changer de profession dans l'année à venir. Donc en fait, on voit bien que les transitions actuelles nourrissent les transitions de demain, parce qu'on a du mal quand même à stabiliser finalement les parcours professionnels. Alors, ça pose des questions, et j'arrive au 4e point qui ressort de l'observatoire. Les entreprises vivent quand même une double mutation, si on voulait catégoriser tout ce que nous vivons. On les regroupe avec le prisme de la mutation digitale et de l'autre côté de la mutation liée aux enjeux climatiques. Est-ce que ces transitions professionnelles, et vous semblez en douter, s'inscrivent dans la perspective des transformations profondes de métiers et des conditions de travail de nos organisations? Ça a été notre plus grosse surprise cette année, pour 2 raisons. On avait effectivement étudié avant Covid la prise de conscience de la transformation des métiers due à la digitalisation. Elle était assez faible avant Covid, elle était à moins de 20%. Mais bon, pendant le Covid, on a tous expérimenté finalement au moins l'hybridation du travail, qui est une dimension de la digitalisation. Donc, on s'est dit qu'effectivement, la prise de conscience allait certainement avoir augmenté de beaucoup. Ce n'est pas le cas. On est passé en gros de moins de 20% à 25% maximum. Donc, c'est assez peu finalement. Il y a encore 3/4 des actifs qui estiment que la transition digitale n'aura pas d'impact aujourd'hui sur leur métier. Et puis, autre étonnement, toute la transition écologique dont on a beaucoup parlé finalement dans notre société durant les confinements et puis tout ce que ça pouvait remettre en cause dans nos modes de vie, et bien le pendant dans le monde professionnel est encore assez peu délimité. On a aujourd'hui moins de 17% des actifs qui estiment que la transition écologique va modifier leur emploi. Donc aujourd'hui, on a une prise de conscience qui est extrêmement faible des transitions et des transformations au long cours. Et surtout, on a des actifs, et ce n'est pas de leur faute, parce que bien évidemment, ils ont besoin d'être accompagnés pour ça, mais on a des actifs aujourd'hui qui ont du mal à projeter leur métier, leur activité professionnelle dans 5 ans, 10 ans, avec au milieu le passage de cette révolution digitale, de cette transition écologique, et de comprendre finalement les impacts concrets et réels sur le métier et sur les compétences qu'ils vont devoir acquérir. Donc effectivement, tout ça, pour nous, nous amène malheureusement à notre grande conclusion, qui est de se dire qu'il y a beaucoup de mobilité professionnelle, il y a des transitions professionnelles, mais elles sont encore peu construites avec une vision au long cours, et elles sont encore tactiques principalement plus que stratégiques aujourd'hui. Alors finalement, voilà une question, un constat qui renvoie au monde de l'entreprise, aux professionnels et donc des RH, aux professionnels de l'accompagnement RH, peut-être, si ce n'est, oui, un accompagnement et d'éclairer aussi les collaborateurs pour les amener à ces projections dans un contexte d'entreprise en pleine transformation. Et là, je me retourne vers vous, Olivier, puisque on va regarder et on va parler ensemble d'Equance.
Alors, Equans, juste pour mémoire, c'est très paradoxal. C'est un grand groupe mondial, mais qui est tout jeune. Pourquoi ? Parce que je rappelle, Equans, c'est la séparation ou la vente par un grand énergéticien, Engie, de son activité dite multiservice. C'est quand même 90 000 collaborateurs, 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde, 20 pays d'implantation. Donc, c'est un groupe à lui tout seul qui est parti vivre son destin dans une autre entreprise, puisqu'il a, et on va en reparler, il a rejoint le groupe Bouygues, pour lequel c'est, je crois, on l'a dit, la plus grosse acquisition de son histoire. Donc, une opération considérable, une jeune entreprise, mais avec des équipes importantes, des enjeux de transformation, comme on vient de les évoquer, j'imagine, Olivier Héroux. Complètement. Fabien, oui, c'est exactement ça. En fait, Equans est toute jeune, puisque finalement, elle n'a aujourd'hui en fait qu'un tout petit peu plus d'un an et demi d'existence, puisque Equans a été porté sur les fonds baptismaux le 1er juillet 2021, après, comme vous l'avez dit, en fait, une décision du président du groupe Engie de faire ce qu'on appelle le carve-out, c'est-à-dire le détourage en fait des activités de service, qui, avec une volonté du président de l'époque, du président d'Engie à l'époque, de créer une filiale pour la mettre en autonomie, puis de la mettre en vente. Les choses avaient été parfaitement claires avec l'ensemble des acteurs du futur Equans. Décision prise derrière en fait par Engie en fait de confier Equans en fait au groupe Bouygues, et ça c'était en novembre 2021. Après, il nous a fallu presque une année complète en fait pour mener à bien à la fois la démarche sociale et la démarche d'autorisation des autorités de la concurrence pour pouvoir accéder à toutes les autorisations pour ce qu'on appelle le closing, donc qui a été fait en octobre 2022. Et la particularité est que, au-delà en fait de notre intégration dans le groupe Bouygues, Bouygues en fait a apporté à Equans les activités, les mêmes activités en fait de multiservices techniques à Equans, qui s'appelle Bouygues Energy Service. Donc il y a eu ce qu'on appelle en fait une opération de reverse takeover au groupe Equans en fait début janvier, et qui a aujourd'hui permis à Equans d'afficher un chiffre d'affaires de presque 18 milliards et les 90 000 collaborateurs dont vous parliez tout à l'heure. Donc un gros enjeu avec une folle aventure en fait qui a démarré il y a 30 ans. Oui, mais puis alors atypique, puisque si je vous suis bien, vous rejoignez, vous êtes racheté par Bouygues, mais vous accueillez chez vous, en votre sein, une composante du groupe Bouygues. Ça pose des questions d'engagement, d'enjeu, de sens pour les collaborateurs du groupe. Alors, 1 an et demi, c'est finalement très peu pour autant d'opérations, mais il y a eu toutes les opérations intermédiaires. Avant qu'on sache que vous alliez finalement être accueilli par Bouygues, il y a eu la question de la vente, des acquéreurs potentiels. Tout ça, c'est des phases d'incertitude pour les collaborateurs. Et je pense aussi aux collaborateurs de Bouygues qui vous rejoignent dans le groupe global. Exactement. Et vous avez raison, Fabien, c'est vrai que l'engagement, c'est presque en fait une dimension obsessionnelle en fait chez Equans depuis sa mise en œuvre, à la fois vis-à-vis en fait des collaborateurs issus des métiers historiques ou des activités des entités historiques en fait d'Equans, et maintenant bien évidemment avec celle de Bouygues Energy Service. Ce que je voudrais dire, c'est que, et aujourd'hui cet engagement en fait il est fort. Aussi fort, si ce n'est plus fort encore en fait qu'il ne l'était il y a 18 mois. En particulier, et j'en profite, c'est vraiment de saluer l'accueil que nous avons reçu, nous, les gens d'Equans, en fait, en arrivant dans le groupe Bouygues, à la fois au niveau des dirigeants, mais à tous les niveaux des communautés. Une qualité d'accueil en fait qui a vraiment permis en fait continuer à mobiliser et motiver l'ensemble des collaborateurs, une vraie volonté partagée, un véritable enthousiasme en fait de poursuivre le projet, avec une fierté de construire ce nouveau géant au sein du groupe, avec une culture professionnelle en fait
commune, et c'est vrai que ça a facilité beaucoup les choses, quand bien même on a des cultures sociales qui sont un peu différentes, donc là-dessus il faut qu'on adapte les choses, et ça c'est ce qu'on est en train d'opérer aujourd'hui avec l'ensemble des équipes. Nécessité de respecter le pas de temps, c'est quelque chose d'important pour qu'on ait le temps de construire un langage commun. Et on a deux indicateurs aujourd'hui en tout cas, on s'est donné deux indicateurs comme étant pour nous importants pour évaluer l'engagement. Le premier, c'est le taux d'émission, tout simplement. Quel est-il? Alors surtout qu'en plus, là, tout à l'heure, Ludovic l'a rappelé, dans ce contexte en fait de post-Covid, en fait qui dure un peu. On a tous vécu en fait phénomène incroyable de taux d'émission qu'on n'avait jamais connu auparavant, hein, donc c'est totalement inédit. Donc là aujourd'hui, ce taux d'émission, nous on continue à le suivre avec effectivement ces deux dimensions, à la fois post-Covid, donc avec toujours cette tendance en fait qui existe, et en même temps, les gens sont-ils ou non en fait engagés et convaincus par la dynamique qu'Equance est en train de lancer. Ce que je veux dire, c'est qu'à ce stade, mais tout reste à vérifier, tout reste à confirmer, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on arrive à un fléchissement aujourd'hui de notre taux d'émission par rapport à ce qu'on a connu auparavant. Donc là, c'est plutôt un bon signe. Deuxième indicateur qui pour nous est important, c'est le taux d'engagement, carrément en fait des collaborateurs, et taux d'engagement en fait que l'on a décidé de mesurer à travers une enquête auprès de tous les collaborateurs. On a lancé ça en 2022 avec un taux d'engagement à l'époque qui était de 87%, c'était en juin de l'année dernière. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous donner le taux de cette année puisqu'on va lancer ça dans quelques semaines, mais on espère qu'effectivement ce soit un taux qui reste au moins équivalent à celui qu'on avait. Et il y a un dernier élément que je voulais ajouter en fait quand on parle d'engagement, et ça c'est une expression des collaborateurs, c'est la notion de prendre soin. La notion de caring en anglais, c'est vrai que on emploie de plus en plus ce mot, et le message est de dire dans une organisation comme la nôtre, qui est une organisation tentaculaire avec décentralisation qui est importante, l'expression des collaborateurs, c'est de dire soyez à l'écoute, encouragez, rassurez, responsabilisez, sans pour autant être tombé ou versé dans le paternalisme. Et c'est pour ça qu'on a lancé aujourd'hui en fait un vaste programme en fait de ce qu'on appelle le servant leadership. Difficile à traduire en français, d'ailleurs on ne le traduit pas, on l'a gardé en anglais, mais véritablement en fait avec cet accompagnement, cet accompagnement des collaborateurs par les managers, et qui est vraiment demandé et qu'on considère en fait comme étant un élément important de l'engagement. Alors, dans ce contexte, l'hybridation, la transformation du travail post-Covid qu'on évoquait dans l'Observatoire. D'ailleurs, au passage, je vous mets juste en avant le QR code pour vous permettre de télécharger l'Observatoire. On vous le redonnera derrière, mais pour ceux qui veulent le télécharger tout de suite, je vous le donne. Comment est-ce que dans ce contexte, on vit ça, cette distanciation au moins de la forme de travail qui a été un héritage du Covid chez Equance? Dans ce contexte, on a vu une histoire intense en 1 an et demi. Oui, alors j'ai envie en fait quand on parle d'hybridation, en fait j'ai envie de le découper en 3 phases. En 3 phases temporelles. La première phase, en fait, qui est celle de 2021, donc qui était le lancement du projet et la création d'Equance en tant que tel. Vous l'avez compris, Equance, en fait, c'est un projet qui est en train de s'installer, mais qui à l'époque était complètement. On était dans un mode start-up, même si on était déjà plus de 75 000 collaborateurs. Mais mode projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde est sur le pont. Ça veut dire que nécessité était d'avoir des équipes qui étaient présentes, qui travaillent en collectif
et pas à distance. Alors, bien sûr, il a fallu qu'on compose quand même avec, en particulier à l'étranger, avec des pays comme l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, les États-Unis, les pays d'Amérique latine, dans lesquels en fait le protocole sanitaire était encore extrêmement fort, oui, braconnier. Contraignant. En revanche, en fait, en Europe, on a pu, bon, les choses s'étaient un peu assouplies, donc en fait, on a vraiment travaillé en mode projet, même si c'était encore une fois une grande entreprise, mais c'était une jeune entreprise. On avait besoin des forces en présence et le télétravail en fait n'était pas complètement la norme. Il ne faut pas oublier, et tout à l'heure Ludovic en fait en a parlé aussi, c'est que on a beaucoup de gens chez nous qui travaillent chez nos clients, qui travaillent sur site. Chez nous, c'est 83% des collaborateurs, donc sur les 90 000, en fait, on n'a que 16% en fait de collaborateurs, 17% de collaborateurs qui sont dans les fonctions. Dans vos locaux. Exactement. Et donc, ça, c'est aussi important. Et ce que je rajouterais, en 2021, c'était le cas, c'est qu'on a des partenaires sociaux qui ont véritablement joué le jeu, et on en avait besoin dans ce contexte de mode projet, qui ont compris en fait les enjeux et la manière de fonctionner, et qui n'ont ni contrarié, ni critiqué le modèle en fait, qui était de dire en fait, on veut tout le monde dans les bureaux pour avancer sur le sujet. L'objectif était vraiment que on ait une productivité qui soit au top niveau. Et puis parce qu'on avait besoin de convaincre et on avait besoin de confirmer tout ce qu'on lançait. 2022, là, on a commencé à voir une hybridation s'installer. Et là, c'était normal. Avec, en plus, il y avait des accords qui existaient préalablement, de nouveaux accords en fait qui ont été formalisés de télétravail. Donc le télétravail prenait ses droits progressivement, mais sans pour autant basculer. On n'a pas basculé en fait dans le systématisme. Il n'y a pas, excusez-moi du terme, mais pas de démagogie dans l'offre de télétravail qui existe. On ne le fait pas parce que c'est dans l'air du temps. Je vous l'ai dit, on est dans une entreprise dans laquelle nous, on est très décentralisé, très bottom-up, comme on le dit, avec un principe de confiance, d'autonomie, de responsabilité des équipes. Et donc, le télétravail s'est utilisé comme un élément d'optimisation de la productivité, sans en faire en fait une obsession, dans un sens ou dans un autre. Il y a une flexibilité des horaires, il y a une flexibilité des lieux de travail. Donc, le travail à distance existe pour les fonctions tertiaires. Mais il y a un vrai maintien, 2022, mais c'est vrai aussi pour 2023, un vrai maintien d'esprit du projet et du collectif. Et cette année, ce qui démarre maintenant, ces principes acquis dont j'ai parlé tout à l'heure, en fait, perdurent. Oui. On est toujours en mode projet quand même encore. Et donc, le collectif pour nous est important. Donc, les gens sont présents. Pour autant, et là, parce qu'on écoute aussi les collaborateurs et on écoute un peu ce qui se passe, et on a besoin aussi de rester une entreprise en fait attractive. Et on sait combien en fait ces besoins, en plus à l'extérieur en fait, sont importants. Aujourd'hui, en fait, il y a une ouverture pour une réflexion pour continuer en fait à améliorer nos principes d'hybridation, en particulier en fait. Un sujet qui est important, c'est le nombre de jours de travail par semaine. Et en particulier, en fait, on a des pilotes de travail en fait sur 4 jours. Ça, c'est vrai en France. On en a en Hollande. La Belgique, aujourd'hui, en fait, c'est un principe qui va être inscrit dans la loi. Donc, on va travailler en fait sur ces sujets-là, mais sans pour autant accentuer le télétravail systématique, parce que aujourd'hui, ça ne correspond pas en fait à notre mode de fonctionnement. Et aujourd'hui, le corps social a besoin de cette souplesse, bien entendu, mais sans en faire encore une fois en fait un modèle par excellence. Et avec ce que vous disiez, Olivier, c'est qu'il y a les 87% chez les clients. Donc, de toute façon, eux ne télétravaillent pas, sont en poste. Et il y a l'enjeu de cohésion sociale, de maintien du collectif que vous décriviez. Quid de la transformation des métiers dont on parlait, l'impact du digital, l'évolution, les enjeux climatiques qui vous concernent aussi? Je dirais un peu de la même façon, j'écoutais ce que disait Ludovic tout à l'heure. Finalement, chez nous,
métier du digital, en fait, c'est un élément, une composante importante. Aujourd'hui, nos activités, c'est le multiservice, mais avec un principe… Multiservice, pardon. Anne-Marie nous pose la question, qu'est-ce qu'on met derrière, concrètement, comme métier, derrière le multiservice? Merci Anne-Marie. C'est tout ce qu'on appelle les métiers en fait, d'installation et de maintenance dans le génie électrique, dans le génie climatique, dans la réfrigération, dans la mécanique, dans le facility management. Donc, c'est tout ça. Donc, la clim qui fonctionne dans mon immeuble bureau, le maintien des fluides. Tout à fait. C'est voilà, tout ce qu'on peut faire en fait dans des salles blanches. Donc, c'est vraiment, on a une palette d'activités qui est effectivement extrêmement large. Ouais. Et quand je dis extrêmement large, et c'est vrai que le digital aujourd'hui en fait impacte complètement nos activités, puisque on se veut en plus en fait leader de la transition énergétique, mais aussi digitale et en plus industrielle. Et là-dessus en fait, Equans qui collecte, transporte, qui stocke, qui traite en fait des données pour créer de la valeur en fait pour nos clients. On digitalise les processus de nos clients pour les rendre plus efficaces, ce qui veut dire qu'on a des équipes qui sont de plus en plus recrutées, mais aussi formées en fait à ces techniques, à ces technologies numériques. On utilise en fait des outils digitaux partout, et là, quels que soient les niveaux, y compris en fait au niveau des compagnons. Quand on parle de connectivité, d'audiovisuel, de robotique, dans les métiers du BIM, dans les métiers de la cyber, de la gestion des données, on a besoin de tout ça. Et aujourd'hui, en fait, tous nos collaborateurs savent travailler en fait sur cette nouvelle technologie digitale, même à distance, parce que quand on est sur des métiers de maintenance en astreinte, par exemple, les interventions se font directement depuis le domicile. Les gens n'ont plus besoin forcément de se déplacer, sauf sur des grosses pannes. Mais en règle générale, pour une alarme, le technicien intervient directement depuis chez lui, sans se déplacer. On a aussi l'utilisation de plus en plus importante en fait de ce qu'on appelle l'hypervision. Vous savez, c'est la réalité augmentée. Aujourd'hui, nos techniciens travaillent avec cela. Il y a aussi toutes les technologies en fait de GMAO, pour traiter les données de manière dynamique sur les usages d'un bâtiment, par exemple, puisqu'on travaille là-dessus. Aujourd'hui, nos compagnons ont des profils en fait, qui sont de plus en plus qualifiés sur ces métiers du numérique. Et l'enjeu de la data, là, c'est de l'optimisation énergétique. Donc, c'est l'autre volet de la transition. C'est ça, c'est de l'efficience et de la performance. On forme en interne, d'ailleurs, à ces transformations métiers, c'est les deux. Vous formez en interne, vous avez des grosses structures de formation interne, ou est-ce qu'on va chercher des acteurs? En fait, nous, alors ça fait partie également, et ça c'était l'avantage en fait d'avoir un projet comme ça, je dirais créé de toutes pièces, c'est qu'un des fondamentaux pour nous, pour créer de la valeur et développer la performance d'Equans, ça a été de se dire, la formation fait partie d'un élément clé de cette performance, de notre projet finalement de développement. Donc on a créé en fait dans tous les pays ce qu'on appelle les Equans Academy, avec aujourd'hui en fait plus de 2000 programmes de formation technique en fait qui sont dispensés. Et le truc, c'est qu'on a mis en place en fait une plateforme commune pour mettre tous ces programmes de formation à disposition de l'ensemble de nos RH et de nos managers, pour pas réinventer la roue, parce que voilà, c'est pas la peine, parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait plein de choses qui existaient partout. En fait, plutôt que de faire ça, en fait, on a une plateforme, donc tout le monde peut aller piocher en fait dans cette l'ingénierie de formation en fait qui existe pour pouvoir former leurs collaborateurs, qui essentiellement sont formés par des gens en interne. La transmission de savoir, chez nous, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ça fait aussi partie en fait des valeurs fortes en fait de la maison Equans, et en particulier même de compagnon à compagnon, donc d'ouvrier à ouvrier, technicien à technicien, d'ingénieur à ingénieur, c'est important. On est en train, et ça fait partie, je dirais, c'est le fil avec l'engagement dont on parlait tout à l'heure. On est en train de mettre en place en fait un ordre, un peu comme l'ordre des Minorans chez Bouygues. On a l'ordre des compagnons des énergies qui se met en place, qui va valoriser en fait les techniciens, qui va valoriser les compétences, mais c'est surtout
ce besoin de développer le sentiment d'appartenance à une communauté, de fierté en fait d'avoir un métier avec l'envie vraiment de faire bénéficier de leur expérience l'ensemble de leurs collègues. Et ça, c'est un élément essentiel effectivement du groupe ECONS. On voit bien les liens avec l'héritage du compagnonnage, la transmission que vous décriviez, et puis les liens culturels qui sont en train de se créer avec Bouygues qui vous accueille. Je me tourne vers Aurélie Feld. Chère Aurélie, je rappelle que vous êtes la présidente de LHH en France. C'est intéressant parce qu'on a touché du doigt plein de sujets avec Olivier qui ressortait de l'Observatoire. En même temps, on est sur une histoire d'entreprise toute particulière, non ? Oui, tout à fait. Bonjour tout le monde d'abord. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Désolée, j'ai eu un tout petit problème pour me connecter tout à l'heure. Oui, c'est une histoire d'entreprise particulière, bien sûr, mais j'ai envie de vous dire, chaque entreprise a une histoire particulière. Et c'est pas parce que chaque entreprise a une histoire particulière qu'on n'arrive pas à trouver quand même un certain nombre de liens communs, de fils conducteurs, de fils rouges qu'on retrouve comme ça d'une entreprise à l'autre. Il y a des choses qu'on vient d'évoquer avec Olivier sur les rapports du salarié au travail, les conditions de leur engagement. Alors là, on est dans une opération d'entreprise tellement importante que les sujets deviennent prégnants, mais c'est des sujets fondamentaux qu'on retrouve un peu partout, non ? Absolument. Et d'ailleurs, le premier signe de ça, c'est l'accélération des transitions de carrière. On le soulignait en début de webinaire. On est passé d'un quart de la population active en transition de carrière à un tiers. C'est quand même extrêmement significatif et ça montre que le rapport des actifs au travail a changé, le rapport des actifs à leur employeur a changé. Je pense que progressivement, on est dans un lien qui se transactionnalise, au moins partiellement, et donc beaucoup travailler en tant qu'entreprise sur les facteurs d'engagement, c'est une façon de se prémunir contre cette transactionnalisation. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une multiplicité de façons de travailler sur les facteurs d'engagement. Évidemment, et on l'entend beaucoup, c'est le marronnier du moment, les actifs cherchent du sens, et donc les entreprises doivent beaucoup insister sur ce qu'elles apportent à la société, en quoi elles contribuent à faire de ce monde qui nous entoure un monde meilleur, ou en tout cas pas un monde pire. Mais il y a plein d'autres facteurs d'engagement. Je pense par exemple aussi au fait que avec cette transactionnalisation du lien entre le salarié et l'employeur, il y a aussi la prise de conscience avec les mutations dont on a parlé, de la nécessité de continuer à se développer pour pouvoir préserver son employabilité, sa capacité à rebondir. Et donc, à mon avis, un facteur d'engagement important, c'est la capacité à développer des opportunités pour les collaborateurs, à leur proposer des mobilités régulières au sein de l'entreprise, en quelque sorte, et à préserver leur employabilité. Évidemment, dans les facteurs d'engagement, il y a quand même aussi la dimension financière, particulièrement ces temps-ci avec le retour de l'inflation. Mais je pense que pour certains actifs dont les niveaux de vie sont assez faibles, c'est un facteur extrêmement important. Et puis, plus finalement on a rempli les besoins élémentaires sur la pyramide de Maslow, moins ça devient un facteur important. Et puis, évidemment, et on en a parlé aussi notamment avec Olivier, les collaborateurs, ils sont à la recherche de souplesse. Souplesse dans l'organisation de leur travail, souplesse peut-être aussi dans la manière dont la vie personnelle et la vie professionnelle s'interfacent. Et l'entreprise doit pouvoir apporter des réponses à ça. Et puis, un dernier axe qui est, à mon avis, assez corrélé du sens. J'ai l'impression, le sentiment profond que les actifs sont de plus en plus sensibles au sujet de diversité et d'inclusion, à l'idée que finalement l'entreprise doit être le reflet de la société dans sa composition démographique. Et sur ce dernier point, je pense que le facteur clé d'engagement, c'est la sincérité.
Ce que je veux dire par là, c'est que il y a très peu d'entreprises aujourd'hui, il n'y en a probablement même pas, dont la démarche sur ces sujets-là est parfaitement aboutie. En revanche, si elle est pas complètement aboutie, mais vraiment sincère, elle sera perçue comme positive. Et c'est vrai aussi pour les questions de sens. Et si ça donne l'impression d'être du diversity washing, du mission washing, eh bien, ça aura aucun impact sur l'engagement. Voire négatif. C'est pas générateur d'engagement. Ou vis-à-vis de l'extérieur, si je raconte une histoire qui n'est pas conforme à ce que vivent la majorité des collaborateurs, ça vous revient en boomerang, très probablement. Très probablement. Effectivement, il vaut mieux ne rien dire que de dire des choses qui ne peuvent pas revenir en boomerang. Ouais, que de dire ce qu'on ne fait pas. Non, mais c'est intéressant parce que c'est un sujet qu'on peut à tort négliger. Or, on est vite challengé sur le marché du recrutement parce que ce que vous avez décrit, les collaborateurs sont en attente, les gens que vous allez recruter sur un marché qui s'est quand même tendu, sur le marché du recrutement, attendent l'entreprise. Donc, il faut qu'elle-même ait intériorisé ces dimensions. Effectivement, aujourd'hui, pour attirer des jeunes talents, j'ai l'impression que les jeunes talents sont plus exigeants sur des dimensions dont les entreprises ont moins l'habitude, qui sont ces dimensions du sens, de la diversité et de l'inclusion, de la manière dont l'entreprise contribue au projet de société qui est le nôtre. Enfin, tous ces sujets qui sont finalement assez décorrélés du quotidien opérationnel de l'entreprise, en tout cas de ce qui préoccupe en général au sein d'une entreprise. Et pour le coup, il y a un certain nombre d'axes sur lesquels je pense que les entreprises peuvent s'adapter pour mieux répondre à ces attentes exprimées, à ces changements. Et évidemment, j'ai envie de dire, il y a 2-3 axes qui sont clés. Il y a la question du sens, donc travailler sur sa raison d'être, réfléchir à l'impact qu'on a de façon macro et de façon un peu plus micro peut-être aussi, donner du sens le plus possible. Et ça, j'ai envie de dire, ça se cascade à tous les niveaux de l'entreprise. Évidemment que dans la stratégie de l'entreprise, la question du sens doit être abordée, mais après, dans le quotidien du management, le manager doit aussi essayer de donner du sens à ce qu'il demande à ses collaborateurs. Il y a aussi l'idée que dans un marché, comme vous le soulignez, qui est assez tendu sur le plan du recrutement, où le chômage est plutôt à un point bas relativement historique, eh bien, il faut remettre les collaborateurs au cœur du projet. Et ça veut dire, en fait, finalement, quelque chose d'assez compliqué parce que il faut à la fois travailler sur la cohésion dans un monde qui est devenu un peu hybride, il faut travailler sur la transversalité dans un monde qui se spécialise, il faut travailler sur l'employabilité et quand on ne sait pas forcément extrêmement bien anticiper les mutations, travailler sur l'employabilité, ça relève parfois de la divination. Et puis, très très important, en fait, il faut complètement transformer le management, l'approche du management. Je rejoins complètement Olivier et Quentin sur l'idée que le manager d'aujourd'hui doit être un servant leader. Il est là pour coacher ses équipes, pour les guider, pour leur être utile, pour leur faire confiance aussi. Et cette notion de confiance, je pense que c'est une notion vraiment très importante. Elle est d'autant plus importante qu'avec le développement de l'hybridation, de la flexibilité, finalement, les managers ont quand même beaucoup moins les collaborateurs sous la main, pardonnez-moi l'expression, donc sont obligés de leur faire confiance et sont obligés d'adopter des modes de management qui sont de la proximité distante et c'est pas toujours très facile. Et sur la flexibilité, Olivier parlait tout à l'heure de pilote sur la semaine compressée. Je pense que le rapport au travail change, la place que le travail prend dans la vie change aussi, et clairement, une entreprise qui sera plutôt un peu en avance sur ces questions de compression du temps de travail, elle a aussi plus de chances d'attirer des talents
que si elle est vraiment à la traîne. Mais ça fait beaucoup de boulot. Oui. J'oserais dire que c'est à la fois la noblesse, la difficulté et la passion, ce qui fait que les DRH, en général, quand on est rentré dans la fonction, on se passionne. La complexité, il n'y a rien à assurer, il faut se reconfigurer et être capable de s'adapter. Je rebondis, Aurélie, sur deux questions de nos intervenants, à la fois Anne-Marie et Christophe, qui tous les deux évoquent un sujet qui est la question des seniors. Parce qu'en fait, on abordait même ensemble ces transformations, ces attentes, en parlant des jeunes à l'extérieur. Mais finalement, les seniors qui sont en interne ou sur le marché du travail, est-ce qu'ils ne sont pas eux aussi en quête de sens, en attente sur ces valeurs? Alors la réponse est oui, bien sûr. Ils sont d'abord en attente d'une entreprise inclusive qui ne leur dira pas que parce qu'ils sont seniors, ils n'ont plus leur place. Alors là, on a un changement de logiciel à opérer parce qu'on peut se dire les choses. On est quand même l'héritier, alors qu'elles ont disparu depuis longtemps, de cette culture de pré-retraite où le naturel, c'était de faire sortir plutôt les seniors. Là, on a un vrai sujet de société, en particulier en France. Oui, tout à fait. Et c'est un sujet complexe parce que jusqu'à maintenant, quand une entreprise se transformait ou se restructurait, sa logique naturelle, c'était de se dire, finalement, si on fait partir en pré-retraite des seniors, qu'on leur fait un bridge vers la retraite, qu'ensuite c'est l'indemnisation du chômage qui prend le relais, les impacts sont moins terribles sur le corps social que si on se sépare de gens moins seniors, qui sont à une étape différente de leur vie, qui ont des enfants plus jeunes, peut-être encore un crédit immobilier s'ils ont eu la chance d'accéder à la propriété. Et en fait, il va falloir changer ce logiciel-là, comme vous le soulignez, pour refaire une place aux seniors dans les entreprises. Et ça passe en fait à la fois par probablement un vrai effort de formation, de préservation de l'employabilité, développement de l'employabilité des seniors pour qu'ils puissent continuer à être extrêmement contributifs. Ça passe aussi par de la cohésion, du mentoring, du reverse mentoring, de l'intergénérationnel, j'ai envie de dire, parce que les seniors, avec la richesse de leur expérience, la diversité de leur expérience, ont certainement beaucoup à apporter à l'entreprise. Et puis, alors peut-être que ça c'est un peu plus tabou et un peu plus compliqué, ça passe peut-être aussi par une réflexion sur la manière dont on rémunère les gens tout au long de leur vie. Parce qu'une partie du sujet, c'est que les seniors, souvent, c'est les gens les plus chers de l'entreprise. Et peut-être que si au lieu d'avoir une courbe de progression des salaires comme ça, on avait une courbe peut-être un peu en cloche ou en atterrissage, et ça serait aussi plus facile pour les entreprises de garder leurs seniors. Je vais me tourner sur ces sujets vers Olivier. On va aller écouter notre DRH. Sur tous les enjeux qu'on vient d'évoquer, alors on en a vu beaucoup avec Aurélie, mais je pense ce sujet de l'inclusion, de la diversité, la volonté qu'est de l'entreprise de ressembler à la société. Dans un groupe comme Equance, est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous travaillez? Est-ce que c'est des chantiers que vous ouvrez? Comment est-ce que vous réagissez, cher Olivier? Alors, très bonne question et difficile d'y répondre comme ça en quelques mots. Qu'est-ce que je dirais? Le sujet des seniors pour nous, en fait, est un sujet qui existe depuis des années parce que, comme vous l'avez compris, quand vous avez plus de 80% en fait de votre population qui travaille sur des chantiers, sur des sites, quand vous avez bossé 40 ans dehors, avec dans des conditions pas toujours faciles, quand vous êtes sur des travaux en hauteur, forcément on est confronté avant même 60 ans à des problématiques de santé, à des problématiques physiques qui justifient en fait chez nous en fait depuis plusieurs années des vraies réflexions en fait de reconversion, d'adaptation de notre personnel plus senior, pour éviter, comme le disait Aurélie tout à l'heure, éviter effectivement derrière en fait cette exclusion avec la tendance, et Fabien, vous l'avez rappelé aussi en fait, de ces fameuses pré-retraites et autres, parce que c'est aujourd'hui en fait une réaction en fait, une solution en fait facile, ou en tout cas
que peuvent utiliser un certain nombre d'employeurs en se disant c'est pas moi qui vais traiter le sujet. Aujourd'hui, en fait, chez Equance, je dis aujourd'hui, mais depuis plusieurs années, c'est un sujet en fait qu'on prend en considération. Je vous dis pas qu'on est parfait et que voilà. Aurélie a dit, ce qui est suspect, c'est d'être mature sur le sujet. Mais au moins, voilà, c'est ça. C'est d'avoir conscience en fait que ce sujet est pris en considération. Il va l'être encore davantage avec 2 années de travail supplémentaire. Et c'est vrai que là, ça va être un exercice encore plus difficile, mais sur lequel on va s'atteler. Et très récemment, d'ailleurs, le président, le directeur général en fait du groupe Bouygues, nous a sollicité aujourd'hui, nous, filière RH, en fait, pour commencer en fait à travailler sur les pistes et voir comment on va pouvoir accompagner toute cette population de seniors dans les meilleures conditions possibles. Et là où on a un avantage, juste, je vais terminer là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on est un groupe, en fait, vous l'avez compris, en fait, qui opère sur plusieurs pays. Et on a des pays comme la Belgique, comme la Hollande, comme l'Allemagne. Alors, je ne parle même pas de l'Angleterre, en fait, pour lequel, en fait, il n'y a même pas de notion, finalement, de retraite telle qu'on peut le concevoir en France, qui fait qu'en fait, on a des populations âgées beaucoup plus importantes, et ça depuis des années et des années. Et en fait, on va capitaliser sur l'ensemble de l'expérience, en fait, et aujourd'hui des processus, en fait, qui existent, pour voir, en fait, dans quelle mesure un certain nombre, en fait, de sujets peuvent être appliqués aux seniors français. Oui, alors ce qui est important, et ça renvoie à un élément qu'on pointait du doigt dans l'Observatoire, c'est de donner de la visibilité et c'est d'amener dans la carrière les collaborateurs à se projeter. Et le fait qu'on repousse l'horizon de quelques années, ça implique pour l'entreprise de l'intégrer dans sa stratégie. Et on a un de nos participants qui évoque l'accord fondateur de ces stratégies, qui est l'accord GPEC, qu'on appelle GEPP maintenant, dans lequel on va se projeter. Mais alors vous, le groupe a beaucoup changé en peu de temps. D'ailleurs, je ne sais pas où vous en êtes sur la GPEC, mais c'est peut-être un chantier que vous allez rouvrir, non? Parce que je ne sais pas quelle est la temporalité de vos négociations sur le sujet. En tout cas, la capacité à permettre aux collaborateurs de se projeter dans un environnement et qu'on lui dise, voilà, votre métier, ce que sera sa projection dans les années futures, le fait que l'on repousse l'âge de départ à la retraite vous amène à vous projeter, vous avez des réponses, mais il y a ce dialogue à entamer peut-être avec les collaborateurs. Oui, ce dialogue, en fait, il existe depuis des années. Je ne vous cacherai pas que ça s'appelle GEPP, GPEC. Bon, c'est quand même, en fait, un serpent de mer. On a du mal, et c'est Ludovic, tout à l'heure, qui en parlait d'ailleurs dans le cadre des réflexions de l'Observatoire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, c'était sur les métiers du digital, mais c'est vrai sur beaucoup de métiers, les choses évoluent tellement vite que moi, je l'ai vu, en fait, dans les années passées, tout ce qu'on avait pu projeter en matière de gestion prévisionnelle, tout a été bousculé et vraiment remis en cause. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer, mais avec cet aléa, ou en tout cas, encore une fois, un principe de temporalité qui est extrêmement fragile. C'est un outil de pilotage, ce n'est pas une stratégie gravée dans le marbre. On est d'accord, c'est un outil de pilotage, et de toute façon qui est demandé comme tel par les collaborateurs. Et moi, je le vois, et d'ailleurs, l'expression du besoin, on en parlait encore hier dans un certain contexte. Aujourd'hui, en fait, les parcours de carrière fait vraiment partie, en fait, d'un des éléments majeurs quand on parle d'engagement, quand on parle de souhait de rester, en fait, dans l'organisation. Donc là-dessus, on va y travailler. Et là, et maintenant, il faut qu'on y travaille avec cette temporalité qui va ne faire, en fait, que s'allonger avec une projection en France à 64 ans. Ouais. Alors justement, je vais repasser la parole à Aurélie parce qu'il y a une proposition dans le propos d'Aurélie qui mérite d'être précisée parce qu'elle fait réagir quand on dit les salaires ou la courbe qui serait en cloche et on a la réponse de Catherine qui dit bah oui, mais dans ce cas-là, le risque, c'est moins de revenus à la retraite avec des conséquences redoutables pour le salarié. En fait, ça se gère, ça. Absolument, je pensais que c'était important d'y revenir. Ça ne veut pas dire que tout au long de sa carrière, le salarié gagnera moins. Ça veut juste dire que la manière dont il gagnera progressivement
Oui. sa vie, elle évoluera au cours du temps. Et il aura donc toujours ces 25 meilleures années qui seront au même niveau de rémunération, sauf que en partie, il les aura eu plus tôt. Ce qui peut même avoir des impacts positifs sur son niveau de vie au moment où il aura le plus de besoins, puisque on a souvent plus de besoins, on va dire, vers le milieu de sa vie professionnelle quand on essaye de se construire une situation familiale, de survenir aux besoins de ses enfants, de les accompagner dans leur parcours scolaire et dans les débuts de leur vie active, qu'une fois que les enfants sont partis voler de leurs propres ailes. L'idée, c'est pas encore une fois, de baisser le volume de rémunération qu'on percevra au cours d'une vie, c'est juste de le décaler dans le temps et de faire en sorte que ça soit au moment où on a finalement plus de besoins qu'on ait aussi le plus d'argent. Et Aurélie, il y a d'autres moyens aussi pour l'entreprise de l'accompagner, ça. On peut avoir des systèmes de surcotisation. Tout à fait. Ce qui se fait, par exemple, quand on passe à 80%, on peut continuer, ce qui arrive aussi, parce que quand on parle de salaire en cloche, on peut avoir en contrepartie, quand le travail s'y prête, une stratégie qui permet de baisser le temps de travail tout en continuant à cotiser 100%. C'est des choses il y a des gens pour accompagner et conseiller les entreprises dans ces démarches. Vous avez absolument raison, Fabien. On peut tout à fait, indépendamment de l'assiette théorique des cotisations, surcotiser de manière à compenser l'effet de la fin de la cloche. Voilà. Je continue peut-être avec quelques questions, parce que le temps tourne très vite et c'est tout à fait intéressant. Je vais reprendre une question un petit peu plus tôt de Marie-Jeanne qui disait « Est-ce que les salariés ne deviennent pas consommateurs de l'entreprise de façon à se réaliser, essayer de réussir leur vie ?» Et on revient à l'aspect transactionnel que vous évoquiez, l'idée, qui peut être vu aussi comme le rétablissement d'un équilibre. Hein. Non, Aurélie? Oui. Oui, je pense qu'effectivement, les actifs ont fait le deuil de ce qui se passait au milieu du siècle dernier, où on rejoignait une entreprise et on y faisait toute sa carrière. Ils ont fait aussi le deuil, en partie, de la loyauté de cette entreprise à leur égard. Et je pense que il faut que l'entreprise arrive à faire peut-être aussi un peu le deuil de la loyauté des collaborateurs à leur égard, puisque sinon, effectivement, ces dernières décennies, il y avait quand même progressivement une dissymétrie dans la relation salarié-employeur en termes de loyauté et d'engagement. Ça rétablit une forme d'équilibre. Ça oblige aussi, et de mon point de vue, c'est une bonne chose, les entreprises à être plus exigeantes avec elles-mêmes dans la proposition de valeur qu'elles font à leurs collaborateurs, dans la manière dont elles se positionnent comme employeurs, comme recruteurs. Et de mon point de vue, c'est aussi source de progrès et d'efficience pour l'entreprise. Oui. Olivier, peut-être sur ce côté transactionnel, est-ce qu'on rééquilibre les rapports? C'est aussi le reflet d'un marché du travail qui a bougé aussi quand même en France. Et elle est. C'est vrai. Alors, oui, je partage et j'observe la même chose. Mais moi, généralement, ce que je dis, c'est que il faut que l'entreprise, quand je dis l'entreprise, l'employeur, les managers, en fait, s'interrogent aussi sur l'offre que eux-mêmes font, en fait, aux collaborateurs. Parce que si on a aujourd'hui, en fait, des collaborateurs qui sont consommateurs, des salariés qui sont consommateurs, c'est qu'on n'a pas été capable de leur donner du sens. Leur donner en fait cette envie. En fait, on est tous fait pareil. On a besoin d'avoir envie le matin de se lever pour aller bosser. Si c'est uniquement pour aller chercher de l'argent parce qu'on a besoin de vivre en fait au quotidien, bon, ok, mais je pense qu'on peut arriver à délivrer plus. Alors c'est sans doute facile, moi, dans l'exemple en fait des cons, parce qu'on avait un vrai projet, il y avait une vraie dynamique d'ensemble qui a fait que
mais je peux vous assurer que quand on voit en fait la façon, la banane, comme on dit, excusez-moi de ce terme trivial, mais sur le visage en fait des gens tous les jours, en fait, voilà, pour venir développer ce projet-là, c'est là où vous vous dites, les gens se posent pas cette question-là, et les gens sont certainement pas consommateurs de l'entreprise, et au contraire sont véritablement acteurs et engagés. Et je pense que ça, des choses en fait qu'on peut continuer à voir. Je pense qu'il ne faut pas être défaitiste en tout cas par rapport à ça, et qu'il faut qu'on retrouve au contraire le chemin, manière en fait dont on peut donner envie aux gens de venir travailler, pas simplement encore une fois pour mieux ou améliorer en fait leur budget pour leurs loisirs. Oui, et ça revient, quand on parlait de la transition climatique, je me lève le matin, je suis technicien, mais au final, je réduis l'empreinte carbone en paramétrant bien les outils. Alors d'abord, ça me rend plus compétitif en tant qu'entreprise, mais surtout, je réduis l'empreinte carbone de l'immeuble dont j'ai la charge, siège social ou de tel ou tel groupe. Et à ma petite mesure, je contribue à réduire le problème de la transition climatique. Il y a tellement de façons en fait aujourd'hui en fait de contribuer à faire en sorte en fait qu'on travaille mieux en fait dans un monde bas carbone. Certes, ça peut être en ne venant pas au bureau, mais il y a plein d'autres choses. Ça peut être aussi venir quand même travailler, parce que contribuer à venir travailler en fait au bureau, mais venir en fait en prenant les transports en commun plutôt que de prendre sa voiture, c'est davantage en fait être respectueux en fait de son environnement, avec continuer de travailler sur le tri sélectif. Alors, même si en ce moment à Paris c'est pas trop le sujet, mais il y a plein, et je vous assure qu'aujourd'hui on le voit nous à travers aussi les démarches, parce qu'on a un engagement, on a un manifeste en fait avec cet engagement autour en fait du développement durable, et en particulier autour en fait de cette problématique des changements climatiques et de l'environnement. Et imaginez en fait le nombre de bonnes idées en fait quand tous les collaborateurs en fait pour contribuer à ça. Oui, il faut les inciter à faire. Faut les aider en fait à les accompagner. Ils demandent que ça. Et que la structure elle-même soit capable de s'emparer ou de capitaliser sur l'innovation. Ça, c'est des facteurs de sens. Je reviens avec Aurélie, Catherine, qui poursuit la question sur la rémunération, qui dit « Donc, les employeurs doivent payer plus les salariés jusqu'à 60 ans et moins après. » En fait, l'équilibre, il peut se traduire autrement. Oui, ça peut être la fin de la trajectoire ascensionnelle normale, qui était le standard, la représentation qu'on avait, mais ça peut se traduire autrement. On disait le temps de travail peut être une variable, mais que de fait, qui peut rendre un revenu disponible supérieur sur une tranche qui n'est pas forcément la fin de vie professionnelle. Après, je pense que 60 ans, c'est un peu arbitraire. Je ne sais pas, je sais pas quel serait le bon équilibre de la courbe en légère cloche dont je parlais. Mais effectivement, on peut aussi imaginer de rendre du temps aux salariés, de leur confier des missions différentes, de leur permettre aussi de préparer l'étape d'après de leur vie, puisque aujourd'hui, l'espérance de vie en bonne santé pour une grande partie des actifs a considérablement augmenté. Et quand on a travaillé plus de 40 ans et qu'on se retrouve d'un seul coup avec des journées bien moins remplies, mieux on l'a préparé, mieux on l'a anticipé, mieux ça se passe en général. Et donc, on peut peut-être profiter de cette dernière partie de carrière pour préparer l'étape d'après et donc se donner toutes les chances de la réussir. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous renvoie à ce qu'on évoquait avec Olivier, à ce qu'on évoquait avec Ludovic, c'est l'intérêt d'aider les gens à se projeter, de donner de la lisibilité sur les possibilités de carrière et d'amener les gens à se projeter et décider, parce qu'on a vu avec Ludovic le fait qu'on est en réaction à une situation ou une aspiration immédiate. Or, le monde change, les métiers changent, on l'a vu avec Olivier, les métiers se transforment, l'entreprise se transforme, et finalement de mettre en perspective l'aspiration, ma projection de carrière, le changement et les possibles de mon environnement professionnel. Et là, il y a un dialogue qui peut être extrêmement fructueux dans l'entreprise entre le manager et son collaborateur, non ? Et qui intègre tous les plans, y compris le niveau de vie et la projection sur mon niveau de vie futur que sera mon revenu de retraite, non ?
Oui, effectivement, et on a finalement quand même déjà quelques outils pour le faire. L'entretien annuel, l'entretien professionnel, et puis le dialogue continu qu'on peut avoir avec son manager sur les possibilités qui s'offrent à soi, sur ses aspirations. Et puis après, une échelle un peu plus macro et facilitée par le dialogue social, il y a tout ce qui tourne autour de la GEPP, de la projection stratégique de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, qui peut être génératrice d'opportunités et d'opportunités de développement. Sandra nous renvoie à une idée. Alors moi, j'ai pas de chiffres et je vois pas d'enquête, mais alors ce serait presque le Graal pour nous aujourd'hui. Est-ce qu'on a la proportion de salariés qui viennent travailler car leur travail a vraiment du sens pour la collectivité et ceux qui viennent pour des raisons alimentaires? Alors ça, une enquête suffisamment globale qui nous permettrait alors c'est peut-être une piste pour l'Observatoire d'intégrer des questions sur cette dimension, non, Ludovic? Oui, en fait, ce qui est compliqué, c'est que le sens, il se joue à plusieurs niveaux. Il y a ce que vous évoquez depuis tout à l'heure, le fait de contribuer à une société peut-être plus responsable, plus verte. Mais le sens, il se joue aussi au quotidien, dans ce que je partage avec mes collègues. Et c'est aussi ce qu'on pointait en début sur les résultats de l'Observatoire cette année, c'est que quand le collectif de travail proche se disloque un petit peu, même si vous êtes dans une entreprise où on fait des choses qui vont dans le bon sens d'un point de vue environnemental, etc., c'est quand même compliqué. Donc c'est vrai que cette notion de sens, elle est pluridimensionnelle finalement, elle se joue à plein d'endroits, et c'est vraiment une action coordonnée entre effectivement des enjeux très stratégiques pour l'entreprise, et puis ce qui était cité tout à l'heure, le manager de proximité, et ce qu'on peut vivre ensemble dans un collectif, quoi. Et Aurélie nous rappelait tout à l'heure, c'est que dans la pyramide de Maslow, les contingences font que quand je suis à des niveaux de revenus faibles dans un environnement où le niveau de la vie est élevé, il est clair que je peux avoir le sentiment de n'être que sur cette dimension alimentaire avant l'épanouissement, simplement parce que dans la hiérarchie des priorités, mon quotidien, c'est ça, et qu'il faut... Mais je pense quand même que ce que dit Ludovic est très intéressant, parce que même quand on est extrêmement contraint par les contingences alimentaires, on peut vivre des expériences de travail complètement différentes. Et là, c'est le collectif de travail, c'est le lien qu'on peut avoir ou pas avec son manager qui va faire la différence, et qui va faire finalement d'un travail subi ou un travail nécessaire, un travail aimé. Ouais. Ce qui change tout. Je vous livre une offre de service ou une bonne volonté qui s'adresse à tout le monde, peut-être aussi à Elsa avec la Fondation. Est-ce que les acteurs de ce webinaire s'appuient ou cherchent à s'appuyer sur des contributeurs partenaires pour réfléchir au futur du travail, pour structurer ce travail prospectif, pour anticiper, créer les tendances à venir? Si oui, qui contacter pour discuter de ce synergie? Jean-Baptiste, visiblement, envie de s'engager, de travailler sur le sujet. Donc, sachez-le, on l'a chez les contributeurs. C'est intéressant parce que il y a quand même un sujet qui touche, et de façon totalement transversale, les acteurs, les partenaires sociaux de droite ou de gauche, ou de droite, de tout le spectre, je veux dire, qui sont intéressés de façon particulièrement constructive. C'est le sujet, c'est notre quotidien, c'est le sens de ce que nous faisons. Et le travail, finalement, est un tel élément de socialisation et de nos quotidiens, que la façon dont on se projette dans ce travail, la façon dont il évolue, dont la relation au travail évolue. Des amours vis-à-vis du travail, c'est une drôle d'idée. Des engagements, je ne sais pas ce que vous constatez, je pense qu'on a dit beaucoup de conseils. Moi, j'ai en tête les dernières enquêtes, et j'ai un ami sondeur qui me disait ça depuis longtemps, qui dit attention, tout ce qu'on dit sur le travail. Là, l'Institut Montaigne a produit une enquête qu'on a dû publier il y a un petit mois, qui disait que les 3/4 des salariés étaient globalement plutôt épanouis au travail, ou en tout cas l'inverse de l'instrument de torture auquel on assimilait beaucoup le travail. Et ça vient en écho de ce que j'entendais, et qui est de la part d'un institut de sondage qui me dit mais non, dans les enquêtes, il y a quand même une majorité de gens qui sont plutôt contents et qui s'épanouissent plutôt au travail. Bon, oui, et pour autant, ça ne les empêche pas nécessairement d'en changer. Non. C'est un peu le paradoxe. Ouais. Je ne sais pas si c'est une quête d'encore plus d'épanouissement, mais oui, je crois qu'on observe de plus en plus que finalement, la recherche de l'épanouissement maximum, c'est quelque chose de très prégnant, puisque à la fois, vous le dites, les salariés sont plutôt heureux au travail dans leur grande majorité,
et en même temps, les transitions de carrière s'accélèrent. Oui. Et puis alors là, on parle de transition professionnelle. Christophe, et ce sera peut-être le mot de la fin, qui nous dit, derrière le sujet des transitions pro, on a quand même le gros sujet, alors plutôt pour le début de la vie professionnelle, de la préparation du début, qui est l'enjeu de l'orientation, qui est un problème non récurrent et non réglé. Il y a un travail de fond à faire, que ce soit pour l'éducation nationale, la formation professionnelle et dans l'entreprise. Elsa, je vous vois acquiescer, je me permets de vous donner la parole. Je vous laisse activer le micro. Oui, je suis complètement d'accord avec cette remarque, c'est un point essentiel. On travaille au sein de la Fondation sur le sujet de l'alternance, qui est un dispositif auquel on croit beaucoup. Et on a publié très récemment une étude justement sur l'orientation vers l'alternance et qui est très intéressante, qui permet aussi de voir quels sont les facteurs qui font que certains élèves vont aller vers l'alternance, d'autres vont rester en filière générale et d'autres vont plutôt aller en lycée professionnel. Donc ça, c'est un sujet clé et qui rejoint aussi le sujet des liens entre l'école et l'entreprise. Alors ça, c'est un vaste sujet sur lequel nous souhaiterions beaucoup travailler au sein de la Fondation. Voilà, si certains ont des suggestions, je suis preneuse. Alors, on renvoie à des travaux futurs, suivre les travaux, on ne peut que vous encourager à le faire, les travaux, et nous, chez Newstank, on les suit de près, les travaux de la Fondation, les éditions suivantes de l'Observatoire. On a aussi quand même des entreprises qui se positionnent sur le sujet. Où pourrions-nous avoir les emails des intervenants si l'on souhaite poursuivre les échanges? Alors, l'idée est sympathique, mais il y a un truc formidable qui s'appelle le RGPD, et qui fait qu'on ne peut pas, comme ça, en fait, on peut réunir, poursuivre les débats, d'abord parce que les webinaires, et je parle sous vos contrôles, à vous, seront poursuivis, les travaux de l'Observatoire se poursuivent, peut y avoir d'autres cadres d'échange, de partage. Transmettre les mails, c'est assez compliqué, je crois qu'on n'a pas le droit de le faire, non? Oui, mais en revanche, Fabien, je pense qu'on est tous trouvables sur LinkedIn. Ça, c'est vrai. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc, ne perdons pas le lien et il est facile de le retrouver. Notre webinaire touche à sa fin. On s'était engagé sur 1h15 au grand maximum, mais on a tenu les délais. J'ai vraiment envie de vous remercier vraiment de l'importance de ces témoignages et de ce moment de partage. Je vous renvoie vraiment, et je vais vous redonner le lien, le QR code, pardon, vers le rapport. Excellent outil de travail, de projection. Suivre les éditions futures. Vous pourrez accéder au replay de ce webinaire qui sera en accès libre sur le site RH Matin. Il n'est pas encore en ligne, mais je vous donne juste l'URL. Donc, n'hésitez pas à suivre. Vous retrouverez les éléments. Et un grand merci à Elsa, à Ludovic, à Aurélie et à Olivier Héroux pour ce moment de partage absolument passionnant pour ma part. Merci à vous, merci à tous d'être restés aussi nombreux jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à partager le replay parce qu'il y a des sources d'inspiration pour chacun. Merci à tous et merci Axel pour l'organisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Excellente journée. Au revoir.